King, King, malandro, Minaro the buzz. Bonjour, Maglala, en direct du zoo de la Barbenne. Oui, bonjour. Alors j'étais en stage ici au zoo de la Barbenne. Allez, suivez. Alors explique-nous le circuit que tu vas nous faire faire. Alors donc là on va arriver ici. Donc là on va être avec Adeline, la biologiste qui va nous parler du zoo. Donc on aura les haras et les panthères, donc on pourra voir. Ensuite on montera sur cette allée directement voir les pandarous. Donc après on verra aussi les maquivaris noirs et blancs, les makikatas, des chèvres, des tortues et des mouflons. Et ensuite ça sera au choix, c'est soit on va directement voir les girafes, les éléphants et les primates, ou soit on fait le circuit inverse et on passe devant les macaques crabiers, les cerfs et on rentre dans la volière d'immersion des vautours. Donc après il y a tout le reste du parc. Toi tu t'occupes de tous les animaux ou une zone particulière? En fait moi pendant mon stage j'ai fait donc différents circuits, donc différents secteurs. Donc le secteur herbivore qui s'occupe de la plaine africaine avec les rhinocéros, les oryx, les gnous, les springboks, les autruches. Il y a aussi les tapirs, les hippopotames, les zèbres, les yaks, les ânes de Somalie, les oryx, les watusi, les bisons, les dromadaires, les daims et les cerfs. Donc j'ai fait aussi le secteur carnivore, donc vraiment qui rassemble les tigres, les lions, les hyènes, les loups à crinière, les lynx, les servals et les panthères. Donc après c'est des gros secteurs, donc avec beaucoup d'animaux. Et l'avantage c'est que moi j'ai pu tourner sur pratiquement tous les secteurs. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est de pouvoir avoir vu déjà différentes espèces, donc travailler avec elles, voir leur comportement, travailler leur ration pour voir la différence entre certains parcs que j'ai pu avoir. Et au moins l'avantage c'est de voir des animaux que je n'ai jamais pu entre guillemets voir vraiment dans d'autres parcs ou vraiment travailler avec eux. Tu disais que la spécificité de ce parc-là, c'était quoi? La spécificité de ce parc-là, c'est qu'en fait c'est un grand parc, donc il fait 44 hectares. Et l'avantage c'est que c'est une magnifique équipe. C'est une équipe qui est vraiment soudée, où tu vois vraiment comme un esprit de famille. Et moi c'est ce que j'ai vraiment aimé. Moi quand je suis arrivé ici, au bout de la première semaine, j'avais l'impression que j'avais déjà bossé ici et qu'en fait c'était comme un retour parce que en fait c'est comme si j'étais parti pendant le confinement et que je suis revenu juste après. Et moi franchement c'est surtout ça qui m'a marqué au niveau de toute l'équipe présente au parc. Mais sinon aussi c'est le travail effectué pour le bien-être de tous les animaux qui sont présents ici. En parc animalier, tu n'es pas non plus proche des animaux pour éviter entre guillemets toute imprégnation, pour éviter vraiment de tisser un vrai lien entre guillemets affectif avec l'animal et que l'animal s'habitue à ta présence et que en fait l'animal devienne plus dangereux parce qu'il est habitué à toi. D'accord. Il y a des animaux dont tu as peur? Non, aucun. Tout animal que je ne connais pas encore est encore un animal dont je voudrais en apprendre de plus, en plus, pour vraiment après travailler avec lui. Et est-ce que justement tu as développé ce type d'habitude d'observation avec les humains aussi? Non, pas du tout. Non. Vraiment que avec les animaux. Parce que en parc animalier, on passe beaucoup plus de temps à observer les animaux pour éviter entre guillemets tout problème, voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau de l'animal, s'il n'a pas une blessure ou autre chose. Et au moins ça nous permet vraiment d'observer l'animal pour voir s'il est bien dans son environnement. Dans le sud, en venant du Havre, c'était par rapport à tes stages? Non, par rapport à mes grands-parents. Mes grands-parents sont venus habiter à Toulon il y a à peu près 4-5 ans. Et chaque été on descendait et au fur et à mesure du temps, moi la région m'a plu donc je suis resté. Alors je m'appelle
Adeline Godefroy et je suis responsable zoologique du parc de la Bardin. Vous pouvez nous en dire plus sur le parc? Bien sûr. C'est un parc qui cette année devait fêter ses 50 ans. 50 ans, ah ouais. Voilà, c'est un petit peu décalé à cause de cette épidémie, mais effectivement, donc c'est un parc qui a déjà 50 ans et qui héberge plus de 700 animaux, donc ce qui représente 170 espèces différentes à l'heure actuelle, sur 3 grands pôles, des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Ça fait combien de temps là que vous avez rouvert? Alors on a réouvert fin mai. Ah oui. Donc on arrive quasiment au premier mois d'ouverture post-Covid. Et vous avez noté une différence dans le comportement des animaux, le fait que ce soit plus calme, qu'il y ait moins de public? Alors c'est sûr que pendant le confinement, on a eu des effets, vraiment, les parcs étaient très très calmes. Les seuls bruits qu'on entendait, sauf quand on voyait passer les engins, parce que les équipes étaient encore là, c'était les sons des animaux. Donc c'est vrai que ça faisait une ambiance particulière. On avait aussi beaucoup plus de faune sauvage extérieure, oiseaux, insectes qu'on voyait beaucoup plus facilement à ces moments-là. Là, ils se sont un petit peu recachés parce que les visiteurs reviennent, c'est inversement proportionnel. Et au niveau des animaux, globalement, on est sur le même comportement. Il y a peut-être certains qui sont un petit peu plus timides. Et j'aurais tendance à dire peut-être les naissances fennecs, qui sont des animaux qui sont vraiment qui vivent très cachés et qui sont assez timides vraiment. Et qui sont nés pendant le confinement. Il y a beaucoup de naissances en temps ordinaire? Alors ça va dépendre des années. On a des années où vous avez des gros pics de naissance, puisque les espèces qui se reproduisent annuellement vont avoir leurs petits entre avril et juin, on va dire. Et puis après, vous avez des espèces qui se reproduisent parfois tous les 2 ans, ou voire sur des séquences plus éloignées. Donc là, forcément, c'est au moment où ça arrive que ça fait un peu plus. Donc par exemple les girafes, on sait que c'est tous les 2 ans. On a des années avec et des années sans. D'accord. Et donc là, il y a 700 espèces. On couvre, 700 animaux. Oui, ça. Parce que 700 espèces, je ne sais plus, il va falloir que je trouve du monde. Donc qui viennent de quel continent, quoi? Alors, techniquement, en vrai, ils viennent tous d'Europe. Mais ils représentent des espèces qui viennent de quasiment tous les continents, sauf les pôles. Mais on a effectivement de la faune européenne, de la faune asiatique, de la faune océanique, donc australienne, africaine et puis américaine. Donc on a vraiment tout ça. Il y a des espèces qui sont particulièrement délicates. Oui. Oui. En parc, vous avez forcément des espèces qui sont plus simples à gérer. Au niveau à la fois de leur gestion de comportement et puis leur gestion de nourriture et de soins. Et vous en avez des beaucoup plus pointues. Donc souvent les espèces de primates sont considérées comme des espèces à plus haute surveillance, on va dire. Le tama noir, c'est une espèce qui est très particulière, autant sur son comportement que sur son régime alimentaire. Les reptiles aussi, parfois on a vraiment des soins particuliers ou des nourrissages particuliers, donc il faut être très vigilant sur ces espèces là aussi. Donc là vous avez des soignants spécialisés dans les reptiles ou tout le monde tourne en fait? Non, on en a qui vont être dits polyvalents, donc ils peuvent passer sur plusieurs secteurs, et puis on a des soigneurs qui sont beaucoup plus spécialisés. Donc reptiles, c'est vraiment, voilà, vous avez des soigneurs plus spécialisés au niveau reptiles. Au niveau fauconnerie, tous les oiseaux, les rapaces. Donc là aussi c'est un pôle plus, je dirais, plus fermé. Et puis après, mais c'est sûr qu'il y a des soigneurs qui sont plus primates, on a des soigneurs qui sont plus carnivores, on a des soigneurs qui sont plus herbivores. Vous avez combien de personnes qui travaillent sur le parc là? Alors, pour s'occuper des animaux en tout cas? Alors au total on est 35 salariés à l'année, et puis sur le pôle animalier on est une quinzaine. Et là, comment vous avez entendu parler de Mathis? Alors moi j'ai rencontré Mathis quand il est arrivé en stage, c'est moi qui recrute les stagiaires, donc j'en ai entendu parler le jour où il est arrivé. Bonjour Mathis. Mais oui, c'est notre responsable qui se charge des recrutements. Ensuite souvent ça se fait par candidature spontanée que les élèves vont nous envoyer. Les entretiens qui sont faits derrière, et éventuellement s'ils sont déjà recommandés par les formateurs ou autres personnes ou d'autres parcs dans lesquels ils ont déjà pu exercer. Et alors, quelles sont les qualités d'un bon soignant? Ah, un bon soigneur. Qu'est-ce que vous attendez de votre soignant? Alors déjà, pour moi les soigneurs doivent être
doivent se montrer dynamiques parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, je dirais physique et mentale. Donc il faut vraiment, il y a cette qualité que je mets souvent en avant, savoir travailler en équipe, parce qu'ils ne sont jamais en autonomie totale, surtout quand ils sont en formation. Après, quand ils sont plus grands, oui. Quand ils sont en poste, oui. Et même si régulièrement on a des soigneurs qui sont seuls sur leur poste, c'est un travail où il faut savoir bosser en équipe. Parce que en fait, même si on est sur secteur, tout est interdépendant au final. Et on peut pas rêver d'un métier de soigneur animalier sans être impliqué dans l'humain. Il n'y a pas que l'animal, il y a aussi le côté humain. Donc il faut vraiment avoir une bonne communication, une bonne réactivité, parce que parfois on est dans une routine, donc on sait les tâches qu'on a à faire, et puis il y a un événement particulier qui va se passer et il faut pouvoir s'adapter à tout ça. Quel genre d'incident vous devez gérer par exemple? Ça peut être un magnifique incident comme une naissance, hein, donc ça c'est plutôt un bel événement à gérer. On peut aussi avoir des décès, on a des animaux qui vont se blesser, on ne sait pas pourquoi ce jour-là ils ont décidé qu'ils n'allaient pas sauter à la perche comme il fallait, ou bref. Et puis on a des animaux qui tombent malades, ça c'est le fait d'un parc, c'est-à-dire que nos visiteurs ne pensent peut-être pas que ces animaux vivent là à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que on en prend soin en permanence. Et prendre soin, ça veut dire parfois, accompagner l'animal vers la fin de vie ou le soigner parce qu'il est malade, tout bêtement. Donc voilà, ça c'est notre. Donc ça fait partie du travail de soigneur, puisque c'est le vétérinaire qui pose la pathologie et qui va mettre les traitements en place, mais c'est le soigneur qui va distribuer ce traitement au fur et à mesure, sauf produits particuliers. Vous avez un vétérinaire approprié sur le parc? Alors on n'a pas de vétérinaire à plein temps sur site. Néanmoins, nous travaillons avec 2 vétérinaires, une qui est ici dans la région et qui intervient sur les urgences, et puis un autre qui vient de Nantes et qui en fait nous aide sur le suivi de la... On appelle ça la collection, c'est pas très joli comme mot, mais le suivi du cheptel, si vous préférez, et qui en fait travaille aussi beaucoup en préventif, c'est-à-dire qu'en mettant des choses en place en amont, on évite d'avoir certaines maladies qui apparaissent, par exemple. Donc voilà, on a vraiment, lui il intervient tous les 15 jours chez nous. Et vous avez donc une nouvelle attraction, c'est ça, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, une nouvelle zone. Une nouveauté. Une nouveauté. Voilà, si vous voulez, ça s'appelle comme ça. Oui, alors cette année, on a les tigres qui font leur grand retour au zoo, avec un tout nouveau parc, donc qui fait plus de 4000 m², je crois. Donc vous avez ouvert une zone, vous avez agrandi une zone? Alors, on n'a pas ouvert une zone, on a récupéré une zone. En fait, on avait fait un nouvel enclos pour nos loups d'Europe. Les yaks aussi ont été déplacés, et donc toute cette ancienne zone a été récupérée pour faire ce nouveau parc tigre. Donc, techniquement, le parc s'est pas agrandi en taille, mais c'est restructuré. D'accord. Très beau parc. Voilà, et elles commencent à peine à pointer le bout de leur nez, les tigresses. Donc... Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux gens, aux visiteurs, par rapport à l'environnement, les animaux? Écoutez, je pense que l'année qu'on vient de passer a été particulière vis-à-vis de cet isolement qu'on a dû s'imposer, de rester chez soi. Et là, on a vu que beaucoup de personnes étaient en manque physique d'extérieur et en manque physique de rapport à la nature. Donc si la crise qu'on vient de subir a pu avoir un effet positif, j'ose espérer que ça soit celui-là. Et dans ces cas-là, que les gens reprennent petit à petit contact avec n'importe quel milieu naturel. Je ne parle pas forcément pour un parc zoologique, mais vraiment qu'ils puissent se rendre compte de la beauté qu'on a tout près de chez nous, que cette beauté elle est fragile, qu'on l'entame jour après jour. Et qu'il y a vraiment des choses simples qu'on peut tous mettre en place pour aller vers quelque chose de mieux. Parce qu'il est toujours possible de faire mieux, et j'ai bon espoir, moi, que les gens réagissent positivement à tout ça. Et effectivement, quand les gens viennent nous voir, passent nous voir, on essaye de transmettre ce message-là de respect et de protection vis-à-vis de cette biodiversité. Alors oui, ce sont des animaux qui vivent en parc, qui n'ont pas connu le milieu naturel, ou quand ils l'ont connu, ils en ont été soustraits violemment. Pas par nous, bien sûr, mais par des gens malhonnêtes.
On essaye de les réhabiliter au mieux, de leur offrir les meilleures conditions de vie possibles. On est à leur Comment soin. est-ce qu'ils arrivent ici, les animaux en fait? Ce sont des personnes qui peuvent avoir des animaux qui sont plus s'en occuper et vous les Alors la récupérez? plupart des animaux que vous voyez en parc zoologique sont des naissances nées en parc et qui vont être placées ou échangées par les zoos parce que parfois il Donc, faut il y a qu'on un échange de mâles partenariat reproducteurs avec par d'autres, exemple. d'autres- Donc voilà, il y a un partenariat et il y a des programmes qui existent sur certaines espèces. Par exemple, les saïd-miri qu'on entend font partie d'un programme d'élevage en Europe où un coordinateur va aider les parcs à gérer les naissances, à gérer les mouvements de groupe. Et donc va suivre la généalogie de tous ces animaux-là pour que les groupes soient le plus diversifiés génétiquement possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé très en amont. On n'est pas tout seul à Parce faire qu'on sa arrive à de cuisine. la consanguinité, c'est ça? Autrement, on arrive à de la consanguinité, ce qui est absolument pas recherché. Donc le but, c'est d'avoir une diversité génétique extrêmement large, au cas où il faudrait réintroduire ces animaux en milieu naturel, ou en tout cas les descendants de ces animaux-là. Ce qu'on a eu le cas ici avec des oryx. C'est déjà arrivé, il y a certains programmes qui sont en cours. Nous, on a participé à celui des oryx algazelles. Ce sont des grands antilopes blanches avec des très grandes cornes en arrière. Et c'est une espèce qui avait été considérée comme ayant disparu du milieu naturel, puisque pendant 20 ans, aucun scientifique n'a pu en observer à l'état sauvage. Donc on décrète que l'espèce, même s'il en reste peut-être un ou deux à tout hasard quelque part, a été exterminée, parce que c'était le cas. C'est une espèce qui a subi la pression de l'homme, à la fois pour la chasse au trophée, les compétitions avec les agriculteurs locaux qui essayaient désespérément de faire paître leurs propres animaux domestiques. Donc vous avez une compétition autour de la ressource alimentaire qui pousse la faune sauvage dans d'autres zones et donc elles se mettent en danger à ce moment-là, parce qu'elles arrivent là, elles ne devraient pas être. Et donc à partir des populations de parcs et de réserves qui avaient gardé un petit cheptel, eh bien, il y a de la réintroduction qui a été faite. Et nous, on a une de nos femelles qui a été sélectionnée pour partir d'abord à Abu Dhabi, puis au Tchad. Donc ça a beaucoup plus voyagé que moi, au final, c'est oryx. Mais ce qui est génial, c'est que le groupe a été formé et que les descendants de ce groupe-là sont réintroduits et qu'on a en ce moment les naissances des descendants. Donc ça va assez vite, hein. Un oryx au bout de 5 ans, il est capable de se reproduire correctement. Et donc on est à plus de, j'ai vu les dernières infos du programme, on est à 80 naissances sur tous les mouvements de groupe qui ont été faits. Donc il est réintroduit et par les populations tchadiennes, c'est-à-dire qu'elles ont vu cette espèce disparaître et elles sont actrices, ces populations, du retour de l'animal. Donc c'est dans une réserve semi-sauvage, c'est-à-dire que c'est une réserve qui est tellement large qu'on n'en voit pas les frontières, mais elle est quand même protégée. Mais les animaux vivent à l'état sauvage, ils ne se doutent pas qu'il y a une limite quelque part. Tu as déjà assisté à des naissances? Oui, que ce soit en parc ou aussi en agricole, j'ai assisté à beaucoup de naissances. Et c'est toujours un moment que déjà soigneurs attendent, parce que c'est un événement au niveau du secteur qui est attendu, parce que par exemple comme la girafe, certes ça met 2 ans, mais c'est un événement qui est attendu parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir un girafon naître au sein du secteur en fait. La girafe, elle n'est pas en gestation pendant 2 ans. Alors, elle n'est pas en gestation, c'est Oui. 14 mois, la girafe, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est un peu plus d'1 an. Et puis après, le temps qu'elle puisse eh bien, de nouveau être disponible pour le mâle, avec des guillemets, disponible, et puis que la nouvelle gestation se mette en place, on peut considérer qu'elle peut avoir un nouveau petit quasiment tous les 2. D'accord. Mais après, on peut ralentir ce cycle-là en séparant mâles et femelles, par exemple, ou en donnant des implants hormonaux si on veut ralentir un petit peu le cycle. L'intérêt, c'est que nous, notre petit groupe est intéressant au niveau de la diversité génétique au niveau de l'Europe. Donc on n'a pas de restriction par coordinateur qui peut dire à un moment ou à un autre à tel ou tel parc. Alors là, il va falloir ralentir parce qu'il faut qu'on puisse placer ces naissances-là d'abord ou privilégier un couple qui est plus rare au niveau génétique. Donc là, au niveau girafe, ça tourne pas mal. Et oui, c'est un événement qui est super marquant, qui est absolument adorable pour certaines espèces. C'est sûr que, voilà. Et puis surtout quand c'est une nouvelle espèce que vous accueillez, ben voilà, vous avez des compétences, certaines qualités pour gérer cette espèce, mais la première naissance d'une nouvelle espèce est toujours
à la fois une belle découverte et un bon moment de stress aussi. Oui, j'imagine. Toujours. Toujours, parce qu'il faut être sûr que tout se passe bien. Faut savoir si on doit intervenir ou pas intervenir. Voilà, il y a une jauge à placer qui est subtile et pas toujours évidente. C'est bien vrai. Donc c'est un métier qui vous apporte énormément humainement. Ouais. Ah oui. On parle. Moi, c'est sûr qu'il y a le rapport à l'animal qui est extraordinaire. Et puis moi, je travaille aussi. En fait, voilà, je suis responsable d'équipe, donc moi, j'ai besoin de ce rapport humain aussi. C'est quoi qui est plus dur à gérer? C'est les soignants ou c'est les animaux? Ça va dépendre des jours. Ne leur dites pas. Ça dépend des jours. Non, on est tous différents aussi humains, donc on a des jours avec et des jours sans. Moi, la première, hein. Vous leur demanderez. Mais et après, ça va dépendre. C'est vraiment cas par cas. Et là, je vois que le logo du... Ah, c'est le vieux, je suis désolée, j'ai pas le mis nouveau. Mais c'est toujours le rhinocéros, il a été plus modernisé, stylisé. Mais on reste sur le rhinocéros qui est vraiment une espèce de cœur ici. On a combien de générations d'animaux? Ah, ça va dépendre. Ça va dépendre. Gibbon, par exemple, dans la première génération. Pour l'instant, on attend que les naissances se fassent. Girafe, je ne sais plus sur combien de générations nous sommes, puisque oui, ça si tous les 2 ans on a des naissances, ça... Oui, et puis elles sont placées au fur et à mesure, et puis on est déjà plus sur les premiers individus qui étaient là il y a 30 ans. Le groupe évolue, les mâles reproducteurs ont changé, donc je ne peux pas vous dire... Ça doit être un déchirement de se séparer des animaux Déchirement, ça va dépendre. S'il y a des individus, c'est sûr qu'on porte plus à cœur, avec qui on a... Demander à un autre soigneur et à moi, je ne vais pas forcément avoir la même relation avec chaque animal. Donc forcément, il y en a où je suis plus sensible, d'autres où on est aussi heureux de les voir partir parce qu'on sait qu'ils vont vers une nouvelle phase de vie, qu'ils vont... Là, la dernière girafe qu'on a fait partir, là, juste pendant, on a eu l'autorisation à la fin du confinement de pouvoir l'envoyer en Belgique, on n'était pas triste parce que c'est un mâle qui commençait à rentrer en conflit avec son père. Donc nous, au niveau gestion, ça commençait à être compliqué. Et surtout, on sait qu'il partait pour devenir le mâle reproducteur du zoo de Plackendel. Donc là, nous, c'est une grosse fierté. Bien sûr. Alors, oui, le moment où on le met dans le camion, mon pauvre chou, tu t'en vas, on te souhaite bon voyage. C'est sûr qu'il y a à ce moment-là où il y a un petit coup au cœur. Mais c'est toujours pour quelque chose de bien. Donc forcément, il y a le côté positif qui est toujours présent. Mais comme je suppose que quand le zoo de Dublin nous a mis ces tigresses en caisse pour nous les envoyer. Ça doit être une grosse logistique quand même pour transférer un animal. Ouais. C'est vous qui organisez ça? Ouais, la plupart du temps. Bon, je suis les responsables aussi qui sont impliqués dans le transfert. Mais une fois que la décision est prise et arrêtée, oui, c'est à moi d'organiser, d'être en contact avec les autres parcs, d'être en contact avec les transporteurs. Et de mettre tout ça en bonne coordination pour assurer le transfert. Et puis après, comme je travaille avec les vétérinaires, faire transmettre les demandes de soins, d'examen avant le départ, et puis que tous les papiers soient bien en règle. Tu as quelque chose à ajouter? Il y a beaucoup de papiers. Oui, c'est ça. Je confirme. Beaucoup trop de papiers. Moi, j'aime bien les papiers. Mais ouais, il faut être très très minutieux là-dessus. C'est une grosse logistique, un transport, parce que ça ne peut pas se préparer comme ça. Ça se prépare longtemps à l'avance, parce que pour certains animaux, il faut les habituer à rentrer en caisse. Par exemple, comme les tigresses, il a fallu les habituer à rentrer en caisse. Après, pour le transport, il y a une légère anesthésie quand même qui est faite pour éviter vraiment tout ce gros stress à l'animal et comment le transport il soit vraiment sécurisé. Et que quand ils arrivent, par exemple, quand ils sont arrivés ici, essayer d'avoir le moins possible de monde tout autour pour éviter tout gros stress parce que c'est la première fois qu'elles sortent dans leur nouvel environnement. Donc il faut éviter vraiment tout ce gros stress à l'animal et essayer déjà de les entre guillemets chouchouter les premiers jours pour qu'elles commencent à s'habituer déjà aux soigneurs et même à la jusqu'au présence. bout, mais C'est déjà arrivé que des trafiquants interceptent des animaux comme ça
Enfin, pas à ma connaissance. C'est sécurisé. Non, les trafiquants, pour être tout à fait honnête avec vous, ils trouvent suffisamment de ce dont ils ont besoin sur des marchés parallèles pour pas venir court-circuiter les transferts légaux. Malheureusement. Donc non, je n'ai jamais entendu ça, en tout cas pas en Europe. Mais non, j'ai jamais. Oui, non, mais je pense pas qu'il y ait grand risque. Sincèrement, je pense pas qu'il y ait grand risque. Ils prendraient pas le risque. Vous savez, les gens qui font du trafic, il faut qu'ils puissent récupérer des animaux qui sont pas identifiés, qui sont pas traçables. Nous, tout est identifié, tout est tracé, ils sont suivis, ils sont examinés par des vétérinaires. Il y a des autorités qui valident les autorisations de transfert. Faut être complètement débile pour. Enfin voilà, faut être débile pour faire du trafic animal de toute façon. Oui. Protégez-les, c'est tout ce qu'on demande. Et puis quand vous venez les voir en parc, il y ait du respect pour eux parce qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là pour faire joli. Vous observez des comportements qui sont complètement... qui ne sont pas vraiment civilisés de la part des visiteurs? La plupart d'entre eux sont vraiment très respectueux et viennent visiter dans, je dirais, le bon état d'esprit. On a toujours quelques rebelles à qui il faut rappeler les règles de sécurité et les règles de respect de l'animal et puis de l'autre en général. Donc oui, c'est important. Ça fait partie de notre travail d'éducation, là, tout bêtement. Donc voilà, mais le conseil que je donne aux visiteurs qui sont parfois un petit peu turbulents, il est très simple, c'est que plus on l'est turbulent, moins on voit les animaux. Donc c'est dommage. Bien sûr. Tout bêtement, eux ils ont de quoi aller se cacher, donc s'ils sentent qu'en face il n'y a pas l'attitude qu'il faut, c'est vrai qu'on s'est fait cette remarque en arrivant sur le parc, ils ont vraiment des zones pour s'isoler et avoir leur intimité. Ça c'est volontaire tout à fait, et puis c'est nécessaire pour leur bien-être. Donc le jour où ils n'ont pas envie de se faire admirer, ils se cachent. Il faut savoir être patient en parc, c'est tout, et se dire là, au moment où je passe devant cet enclos, cette volière, l'animal n'est pas disposé à être observé, c'est pas grave. C'est peut-être pas son moment dans la journée, il a son propre rythme biologique, et puis il faut se dire que vous êtes en milieu naturel, vous êtes là pour vous détendre, donc vous repassez un peu plus tard. Il n'y a pas le feu, comme je voudrais dire, il n'y a pas le feu. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis on va découvrir, on va partir sur les traces de Mathias. Oui, alors tu nous as pas fait DJ au parc, je suis très déçue. Je suis extrêmement. Comment tu arrives à gérer la fatigue, parce que c'est quand même physique sur le parc. Tu dois être vigilant, tu dois monter tes 150 marches. Non, ça va, il a droit à une voiture d'habitude. On est en voiture. Non, la plupart du temps, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'éviter vraiment toute soirée en semaine pour vraiment être dans mon travail, éviter de fermer un cadenas ou une porte. Moi, je préfère vraiment avoir mes soirées le week-end et ne pas les avoir en semaine. Pour vraiment être correct dans le parc, arriver correct, donc arriver à l'heure, dire bonjour à tout le monde, ne pas entre guillemets faire la gueule, parce que si on nous voit comme ça, c'est pas possible autrement. Pour moi, quand on arrive en parc, on doit avoir la joie de vivre, on est content d'être là, on est content de pouvoir travailler avec les animaux, retrouver les équipes. Donc pour moi, les soirées, c'est vraiment que le week-end. Donc on est dans la grotte des animaux sauvages pour découvrir... Là précisément, en fait, on est dans l'un des 3 gros points de vue du nouvel enclos des tigres de la nouveauté 2020 des Jeux de la Barbade. D'accord, donc c'est l'endroit parfait pour te poser mes questions, te découvrir. Parce qu'en fait, tu es assez discret. Très discret. On ne sait pas grand-chose sur toi. Alors j'ai quand même fait mes devoirs, je suis allée explorer ton fil Insta, ta page Insta. Et donc j'ai appris des choses intéressantes sur toi malgré tout. Donc j'ai appris que tu aimais bien les chemises à carreaux, à une époque. Les papillons, que tu aimais le rhum et le poulet. Ah, ça c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ah oui. J'ai vu que tu savais chanter les chansons de Madame Aya Nakamura. C'est un petit délire comme ça. Ah, vous êtes là? Désolé. Tu as rencontré LJ et Francky. Oui, LJ c'était au Satchins il y a à peu près 4 ans.
Et Francky Vincent, c'était il y a 2 ou 3 ans à peu près. D'accord. En fait, tu as quel âge? 21 ans. Tu as 21 ans, mais tu as déjà fait énormément de choses. Tu as voyagé, tu as... Oui, on peut dire que j'ai fait pas mal de choses quand même dans ma jeune vie pour l'instant. Donc on va reprendre au commencement. Donc le commencement, c'est tu es né où, au Havre? Je suis né au Havre. D'accord, donc tu es un Normand. C'est ça. Ok. Et comment ça se passait cette vie au Havre? C'était Ça se passait très très bien. Ça se passait très très bien, une enfance très agréable. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis découvert une passion pour les animaux. Et en fait, au collège, j'ai voulu suivre, entre guillemets, un peu ce cursus-là, voir avec ma conseillère d'orientation ce que je pourrais faire pour préparer ces études-là. Mais tu vivais en milieu urbain ou dans la nature? Alors au début, je vivais en milieu urbain et après j'ai atterri à la campagne. D'accord. Et de ce fait-là, avoir atterri dans la campagne a permis de voir les espaces vraiment très verts, très forestiers, donc beaucoup de balades à pied dans les forêts et même voir les animaux qui sont présents à la campagne, que ce soit des chevreuils, des renards, des blaireaux, des sangliers ou d'autres animaux. Marre. C'est comme bouffer, faire des bisous, lécher. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas mon bonnet. Non, pas mon bonnet, mais arrêtez, de tous les côtés, c'est pas possible. De tous les côtés. Non, pas mon bonnet. Non, pas mon bonnet. Non, tu l'auras pas. Oh, laisse mon bonnet tranquille, toi. Donc moi, c'est un animal qui a attiré mon attention sur toi, justement, en regardant ton Insta. Donc je t'ai repéré avec un rhinocéros. Oui. J'ai dit, ah, trop cool! Donc tu travailles dans un zoo. Oui. En fait, je suis une formation de soigneur animalier, donc SIAN, où en fait on nous apprend tout ce qui est théorie, tout ce qui est sur les différentes espèces animales, que ce soit du carnivore jusqu'à l'herbivore en passant par les oiseaux. Et en fait au fur et à mesure de l'année, donc on a des stages et donc on travaille en parc zoologique. Donc moi j'ai déjà fait 2 mois de stage à Zoa, donc à Bandol, le zoo de Sanary-Bandol. Et du coup je viens juste de finir ma période de stage ici au zoo de la Barbette. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la routine d'un soignant? Comment se passe une journée type au zoo? Alors une journée type en tant que soigneur animalier, donc le matin on se rejoint tous dans un local qu'on a en bas, donc ici, par exemple ici au zoo. Vous commencez très tôt la journée? On commence à 8h. À 8h. On commence à 8h, juste avant on a une petite réunion avec le chef animalier et le directeur pour savoir ce qui s'est passé la veille au niveau de chaque secteur. Donc après à partir de 8h on descend, on va à nos véhicules, on va chercher tous nos fruits et légumes pour préparer nos rations pour les animaux. Donc après on monte chacun sur nos secteurs, on va voir certains animaux. Donc moi j'étais beaucoup sur le secteur herbivore, donc dès qu'on rentrait dans le bâtiment des rhinocéros on leur disait bonjour. Comment on dit bonjour à un rhinocéros? Tout simplement comme si on disait bonjour à une personne. On s'annonce pour éviter tout stress envers l'animal parce que peut-être que le rhino il est toujours couché ou il dort toujours, donc on essaie d'arriver, de bien s'annoncer pour éviter tout stress à l'animal. Ensuite on commence à faire des sorties, donc on sort des bâtiments, les rhinocéros, les oryx et les autres animaux. Juste après on commence les rations, donc on prépare toutes les rations pour après les nourrir le soir. Ça mange beaucoup hein? Ça mange énormément de foin. Beaucoup de foin et un peu de granulés. Donc le foin c'est on peut dire 90% de l'alimentation de l'animal, enfin surtout du rhinocéros. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as appris particulièrement sur ce cadre? Moi le cadre de soigneur animalier ça m'a appris beaucoup de choses, surtout la conservation des animaux. Parce qu'on ne voit pas souvent parler de ça non plus, que ce soit sur la télé ou encore. Il n'y a pas d'émission animalière, de documentaire animalier qui t'a marqué quand tu étais petit ou qui a fait que tu avais envie de t'intéresser aux animaux? Non, pas plus que ça. Non. C'est quoi en fait le point de départ, le déclenchement? Le déclic, ça a été d'avoir des animaux déjà chez moi, donc chiens, lapins. Et surtout le déclic c'est quand on a recueilli un faon
qui a été percuté par une voiture et qu'on a dû du coup le soigner. Donc on l'a vraiment protégé, on l'a nourri. Tu avais quel âge quand J'avais à peu près 11 ans, 11-12 ans à peu près. Et en fait, du coup, on l'a élevé, on l'a élevé un petit peu, il sortait avec nous dans le jardin, on s'amusait avec lui. Et comme on savait de toute façon... C'est super craintif. Hein. Oui, très très craintif quand même. Donc tu as réussi à créer du lien avec le On porc a essayé de créer un lien pour qu'au moins ça soit plus facile pour nous déjà d'accéder à lui pour lui faire ses soins et de pouvoir le nourrir après. Et en fait, un jour, en fait, on a voulu le laisser à l'extérieur. Et le lendemain matin, en fait, on s'est rendu compte qu'il est parti de lui-même. D'accord. Donc pour moi, ça a été vraiment le déclenchement de cette passion pour les animaux. D'accord, donc après tu as lu des livres, tu t'es renseigné Oui. et tu as voulu faire des études axées à... C'est ça. D'accord. Donc au début, pour mes études, du coup, j'ai dû passer par l'agricole. Donc oui, je sais que ça fait bizarre parce qu'on me connaît plus en tant que danseur, en tant que DJ. Mais j'ai fait 5 ans dans l'agriculture. Donc vraiment pour peaufiner mes études, pour après avoir... Ça devait être un peu frustrant parce que justement quand tu es dans un lycée agricole, tu apprends à t'occuper des plantes, la nature, etc. Mais tu n'es pas forcément en contact avec les animaux. Si, Si. on est toujours en contact avec les animaux parce que au niveau des élevages, que ce soit sur du bovin, des ovins, on est toujours en contact avec nos animaux. D'accord. Parce que si on n'est pas en contact et qu'on n'arrive pas à observer l'animal, par exemple une vache qui aurait un problème ou un mauvais village par exemple, si on ne le voit pas, si on n'a pas une proximité avec l'animal, on ne peut pas avoir ça. Et tu as pu transposer beaucoup de connaissances que tu as apprises dans ton lycée, après quand tu as travaillé dans un zoo comme ça, Oui. dans un parc? Oui, parce que en fait, quand on arrive en parc, maintenant il y en a beaucoup de parcs qui aiment bien avoir des personnes qui sont passées par des études agricoles. Donc l'avantage c'est qu'au moins on a étudié tout ce qui est produits phytosanitaires qu'on peut utiliser, tout ce qui est plantes qu'on peut apporter et ne pas apporter pour certains animaux, l'élevage, donc comment s'occuper des animaux, comment les nourrir, faire des rations, etc. Donc vraiment ce que l'agriculteur m'a inculqué, c'est vraiment cette protection de l'animal et de pouvoir s'en occuper correctement et surtout avoir vraiment un bien-être parce que sinon si on n'a pas de bien-être envers un animal, c'est comme si on le faisait souffrir. Et faire souffrir un animal, c'est interdit. C'est pas possible. Alors, tu t'as répondu. Ok, donc ça c'est bon, la routine, ton parcours, les études. Donc le message à faire passer sur l'environnement, c'est on fait attention, on respecte les animaux. Il faut, pour moi, le vrai message que je veux vraiment faire partager, c'est que le problème, c'est qu'une planète, on n'en a qu'une. Une terre, on n'en a qu'une. Et des animaux, c'est vraiment... Les animaux, par exemple, comme les rhinocéros qu'on a pu voir tout à l'heure, ou encore les girafes, c'est des animaux qui sont emblématiques, par exemple, d'un pays comme l'Afrique. Et le problème, c'est que si on enlève cette biodiversité, le problème, c'est que comment on peut, après, essayer de les réintroduire dans la nature. C'est pour ça qu'il y en a qui, entre guillemets, n'aiment pas les parcs zoologiques parce que les animaux sont enfermés. Mais si on n'avait pas de parc zoologique, comment on peut faire après pour réintroduire des animaux dans la nature? Et pour moi, vraiment, le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a des animaux comme des rhinos, comme des lions qui sont en train de disparaître de la nature et que c'est pas assez médiatisé pour moi. Et par exemple, là, ils estiment à ce que les populations de lions à l'état sauvage soient totalement éteintes en 2050. 2050, c'est proche, c'est dans 30 ans. Ouais. C'est dans 30 ans. 30 ans, ça passe très vite. Et le problème, c'est que si on commence à ne rien faire, ces populations-là vont décliner de plus en plus à cause du braconnage, à cause d'une chasse intensive ou encore autre chose. Et pour moi, le premier point, c'est vraiment la conservation. S'il n'y a pas de conservation, il n'y a plus de vie animale. Est-ce que tu t'es déjà fait attaquer par un animal pendant ton travail? Mordre, oui, quand j'ai fait mon premier stage au zoo du Montfaron, on avait une petite panthère, donc un bébé qui s'était échappé. Donc il a fallu le rattraper à la main. J'en ai encore quelques cicatrices à cause de ses griffes. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. J'ai pas trouvé de dents sur l'instant T. Donc
Pour moi, Fallait j'ai pas réagir. réfléchi, il fallait réagir et je l'ai attrapé sans réfléchir après aux conséquences que j'aurais sur ma peau. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te vient à l'esprit comme ça, un souvenir particulièrement marquant ou touchant que tu as pu vivre avec Un souvenir que j'ai, c'est l'arrivée des tigresses ici. Et qui était vraiment marquant parce que c'était la première fois que je voyais vraiment une arrivée de tigres dans un parc. Et vraiment, ça a été très marquant pour moi parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Et sinon, c'est avoir travaillé proche des rhinocéros, d'avoir travaillé avec proche de tous les animaux de tous les secteurs. Et franchement, ça restera un super souvenir. D'accord. Et donc justement, tout à l'heure, on parlait des animaux qui étaient en cage, cette notion d'enfermement qu'on a aussi connue nous pendant le Covid, peut-être a permis de sensibiliser les gens. J'espère que ça a quand même sensibilisé les gens et se dire que si les animaux ils sont présents en parc zoologique, c'est qu'il y a une bonne raison. Et pour moi, les personnes qui ont dû rester enfermées chez eux pendant tout le confinement, il faut reprendre entre guillemets une vie, on peut dire, un petit peu normale, mais profiter aussi de la terre qu'on a. Parce qu'on a été 2 mois confinés, où 2 mois il y a eu la pollution qui a baissé un peu partout dans les grandes villes, il y a des animaux qui sont revenus en ville, etc. Donc il faut se poser les questions de l'impact de l'humain sur la terre. Parce qu'on a bien vu pendant le confinement que dans différents pays du monde, qu'il y a eu des différences notables entre avant et après le confinement. Et franchement, c'est à réfléchir pour vraiment tous les pays du monde. Et quand toi, tu étais enfermé entre 4 murs pendant cette période un peu particulière, c'est quoi qui t'a manqué le plus? Moi, ce qui m'a manqué le plus, c'est le contact humain, déjà. Parce que, quand on est DJ, c'est sûr qu'on préfère mixer devant plusieurs personnes que de mixer seul sur un live avec son téléphone. Tu as fait des mix en live pendant le confinement? Oui, j'en ai fait une bonne dizaine. Et comment tu fais pour à la fois mixer et puis avoir le retour pour arriver parce que tu n'as pas les personnes justement en face. Non. Donc tu es sur ton écran, tu regardes. Je suis sur mon écran, je regarde s'il y a des commentaires. De la plupart du temps, j'arrive à lire les commentaires parce que en fonction du cadre que je prends au niveau du téléphone pour mon live, j'arrive à lire les commentaires. Mais si j'arrive pas à les lire, j'arrive quand même à voir après un retour par message ou directement je regarde le live pour regarder les commentaires qu'il y a eu. Après, ce qui est déstabilisant, c'est quand personne ne se connecte en direct et que les gens découvrent après coup. Mais comment tu fais pour avoir cette énergie pour mixer quand tu es confiné? Moi, l'énergie que j'avais, c'était vraiment une notion de partage. Parce que, nous, DJ, pour moi, c'était vraiment avoir, entre guillemets, une complicité entre les personnes qui étaient confinées et nous. Certes, on est loin les uns des autres, mais la musique, c'est une notion de partage. J'ai toujours dit que quand on est DJ, on veut vraiment partager notre musique, notre savoir et montrer que quand on mixe, on mixe pas que pour soi, on mixe aussi pour les autres et surtout pour les autres. Parce que mixer pour soi, c'est jamais bon, déjà au niveau de son image, mais au niveau des ressentis des personnes. Parce que quand on voit un DJ mixer pour lui, ça se ressent directement. La première passion, c'est les animaux. Oui. Et la seconde, c'est la musique. C'est ça. Alors, comment tu es arrivé à la musique? Alors, je suis arrivé à la musique à l'âge de 10 ans, quand mon oncle m'a offert ma première platine. Donc, mon oncle m'a offert une toute petite platine, Hercule, je m'en rappellerai toujours. Et en fait, il m'a fait apprendre les premiers mois à mixer. Mais Donc, tu jouais d'un instrument avant ou pas du tout. Direct, tu es passé au mixage? De suite. Ouais. D'accord. Et en fait, pendant quelques mois, mon oncle m'a appris comment mixer. Et du coup, en fait, après, au fur et à mesure du temps, ça a évolué. J'ai pu m'acheter du nouveau matériel. Et à l'âge de 15 ans, je mixais dans des bars et dans des boîtes de nuit. C'est fou ça, parce que tu t'es quand même super jeune. Oui. Tu es quand même discret. Et ça t'impressionnait pas d'aller mixer pour les gens, d'aller faire la démarche, d'aller en soirée, etc. La première, oui. La première, ça a été difficile parce que j'avais pas du tout l'habitude. C'était la toute première fois, donc j'étais vraiment stressé. Ça se sentait des fois dans mes mix que j'étais pas vraiment dedans parce que j'étais trop stressé pour me dire il faut que tu mixes bien, il faut que tu mixes bien.
Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'habituer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pris du plaisir aussitôt après. Donc quels sont tes grands maîtres à mixer? Tes Tes influences? Mon oncle en tout premier, mon oncle Djusty. Ça fait plusieurs années qu'il mixe. Donc lui, c'est beaucoup de généralisme, mais c'était aussi à la fois un peu dancehall, zouk, quand il venait mixer aux anniversaires de la famille. Donc c'est lui qui t'a fait ton éducation musicale? Donc on dit merci tonton. Merci tonton. Et au fur et à mesure, donc après j'ai commencé la keys à l'âge de 13 ans à peu près. C'est pas courant quand même qu'un adolescent soit attiré par la keys. Non, c'est sûr que non. Et en fait, j'ai commencé donc à 13 ans à danser la keys. Et en fait, la musique m'a beaucoup plu. Et donc en fait, j'ai totalement changé d'univers. Donc moi, quand j'ai commencé à la musique mixer, m'a beaucoup plu. c'était la rythmique. D'accord. La rythmique qui était différente, les instruments qui étaient différents et les timbres de voix de chaque chanteur et chanteuse que je pouvais entendre sur les musiques, vraiment, ça m'impressionnait et j'étais super content d'entendre ça parce que c'était la première fois que j'entendais vraiment des musiques de keys en fait. À l'époque, il y a une musique en particulier qui t'avait marqué, que tu aimais beaucoup? Ma première musique, ça a été Stony. Donc Danza Kizomba. Et la deuxième, c'était Mika Mendes Magico. Mika Mendes Elle a fait Magico, de l'effet à beaucoup de personnes, celle-là. Moi, Mika Mendes Magico, ça a été la toute première que j'ai pu danser. C'était sur cette musique-là. Et maintenant, même encore aujourd'hui, je continue toujours à la mettre. Parce que cette musique-là, j'adore. Parce que déjà, rien que son timbre de voix, Mika Mendes, il est incroyable, il est impressionnant. On lui fait un petit coucou. Et même aussi au niveau de l'instrumental, je l'ai trouvé incroyable, impressionnante. C'est de suite, quand ça commence, tu sais que c'est Mika Mendes, tu sais que c'est Magico. Et cette musique-là, elle a été tellement popularisée que tu vas l'annoncer aux soirées, tu sais qu'il y aura toujours du monde qui dansera dessus. C'est toujours impressionnant. Du coup, tu as commencé par mixer, mais est-ce qu'en parallèle, tu t'es mis à danser ou c'est à force d'écouter de la musique, de la ressentir? Dès le début, quand j'ai commencé à mixer la keys, c'était dans les 2 ou 3 premiers mois que j'ai commencé à danser la keys. C'était aussitôt en fait. Donc c'est vrai qu'au début j'avais vraiment des influences généralistes et que du coup en fait ça me faisait totalement changer d'univers. Donc du coup j'ai dû acheter ou télécharger de la musique de keys, vraiment l'écouter attentivement pour ressentir les différentes rythmiques et au fur et à mesure du temps j'ai réussi à développer et à avoir plusieurs styles, donc que ce soit la kizomba, le ghetto zouk, la trad ou maintenant encore l'urban keys, la taracha et le taracho. Donc à l'époque tu étais un jeune homme, tu découvrais un nouvel univers, donc tu étais focalisé sur la musique, mais comment est-ce que tu percevais le milieu de la keys? Qu'est-ce qui te marquait? Moi ce qui m'a marqué c'est cette notion de partage. C'est que on est là pour danser. T'es pas là pour ressasser tes problèmes de ta journée. Tes problèmes de ta journée, tu les laisses de côté dès que tu arrives dans la salle et tu danses. Tu te libères des poids que tu as pu avoir dans ta journée. Et moi, franchement, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'au moins, tu es là, tu te prends pas la tête. Qui c'est qui t'a appris à danser en fait? Alors moi, j'ai commencé donc la keys au Havre et c'était Sandrine et Florian. Donc 2 profs ancrés au Havre depuis un bon moment déjà. Qui m'ont appris à danser la keys. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai pris 3 ou 4 cours, même pas. Et en fait, au bout d'un moment, moi, en fait, j'apprenais plus en regardant qu'en faisant. Donc moi, en fait... tu es déjà dans l'observation avec les animaux. Et donc, si tu en devais justement comparer le milieu de la keys, pas à une jungle, je vais pas dire ça, mais à quel animal ça te fait penser? Est-ce que tu retrouves des comportements, je sais pas, des prédateurs, les oiseaux de nuit?
Bon, c'est méchant à dire, mais dans beaucoup de festivals, on voit des prédateurs. Ça c'est vrai que je veux pas non plus faire une généralité, Oui. mais c'est vrai que des fois, on voit des prédateurs qui sont là pour danser, mais aussi pour avoir une fille à la fin de la soirée. Donc Ça, il y a beaucoup de pans aussi on en avec voit. la sapologie. On retrouve les Non, pas non plus. Non. Non, la sapologie, ça passe au-dessus de tout. Oui. Mais non, il n'y a pas vraiment de comportement ou d'animaux, entre guillemets, que je pourrais comparer à la kizomba. La kizomba, c'est vraiment un univers particulier déjà, parce qu'on a eu tellement de déclinaisons au fur et à mesure des temps. Et même maintenant, quand j'ai vu déjà même l'interview de Zaix, je l'ai trouvé incroyable. Moi, cette interview, elle m'a vraiment marqué et franchement, je la regarde encore. Je la regarde toujours et encore. Parce que ce monsieur, DJ Zaix, c'est un DJ qui est ancré là depuis quand même pas mal de temps. Et c'est quand même un monsieur C'est un éléphant. Non, je l'aime beaucoup, pas gros. Non, non moi je dis que c'est un gros nounours. Oui. C'est un gros nounours Non, et que moi j'ai pu rencontrer Zaix à de nombreuses reprises. J'ai pu discuter avec lui et franchement, avoir pu discuter avec lui, ça m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un de bienveillant, d'intéressant. C'est bienveillant, intéressant et même pédagogue. Parce que moi, étant entre guillemets petit par rapport à lui, bon, certes déjà au niveau taille, ça c'est sûr, mais aussi au niveau expérience, au niveau mix dans la Kiz, moi j'ai bien aimé parler avec lui parce que il connaît beaucoup de choses. Il est là depuis un moment, que ça soit comme Madis ou Sai Sai. Il y a la culture et le sens du partage. Voilà, en fait. c'est ça. Et en fait, lui, il a vu les différents styles de danse qui ont parcouru pendant à peu près, on va dire, une petite louche d'une dizaine d'années. Il a vu en 10 ans l'évolution. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça en tant que DJ Kizomba, qu'ils ont vu une évolution depuis 10 ans sur la Kiz. Donc toi, tu as baigné dans ce milieu finalement assez jeune, donc tu as vu cette évolution, tu as rencontré beaucoup de DJ, beaucoup de danseurs. Oui. Et donc tu as été toi-même organisateur sur le Havre. Oui, j'ai fait un petit peu de soirée, mais sans plus. Après, je me suis associé à un ami qui s'appelle Miguel, qu'on a créé des événements sur Rouen, donc des grosses mensuelles qu'on faisait tous les mois avant que moi je parte bien évidemment du Havre. On a fait venir beaucoup de DJ parisiens, que ce soit Snakes, Valet ou encore Lenny. On a voulu faire ça parce qu'on n'a pas l'habitude dans les provinces de voir des gros DJ comme ça. Et même certains profs, on a fait venir l'Ange Noir, Douda, D-Wayne, puis Sarah. Et franchement, déjà pouvoir les avoir entre guillemets en province, qui puissent donner un cours à des gens qui les connaissent pas ou qui les connaissent qu'à travers des vidéos, déjà pour nous c'était déjà exceptionnel. C'est énorme, après ça permet aussi de faire découvrir la danse et puis d'apporter de la qualité. Hein. Et oui, parce que certes c'est bien de vouloir rester ancré, à ne pas vouloir bouger dans sa région, mais si on ne bouge pas, on ne peut pas voir les autres univers d'autres régions. Parce que par exemple, en Normandie, on ne danse pas pareil qu'à Paris. À Paris, on ne danse pas pareil qu'à Marseille et inversement. Donc pour moi, quand on danse la Kiz, il faut vraiment bouger partout. Où est-ce que tu as aimé danser particulièrement ? Moi où j'ai vraiment aimé danser, c'était ici dans le sud. Parce que y a beaucoup de différences de niveau, que ça soit par rapport à des profs qui sont un peu partout, que ce soit à Toulon avec l'association IDC, Marseille avec Inkiz, ou encore je sais pas, il y a tellement de monde ici, c'est impressionnant. Moi c'est ça qui m'a impressionné en fait. C'est ça qui t'a plu. C'est que ici c'est un vivier. Donc j'ai vu sur ton Insta que tu avais écrit une phrase que la musique est une drogue que l'on peut prendre à longueur de journée. Donc toi, c'est vraiment ta... Moi c'est ma drogue à moi. Il y en a, ils prennent de la drogue. Moi non. Moi ma drogue, c'est la musique. Quand je peux écouter de la musique, je le fais. Parce que l'avantage c'est que la musique c'est une source d'oubli, on oublie tous ses problèmes, on écoute de la musique, on est entre guillemets dans une bulle. Et au moins l'avantage c'est qu'on peut utiliser la musique comme moyen de
comme moyen de déstresser en fait. Parce que dans la journée, on peut avoir des moments où on s'est énervé, on a des moments de doute, etc. Et dès qu'on va écouter de la musique, on oublie tout ça. Qu'est-ce que tu écoutes en dehors de la keys? De tout, vraiment de tout. Ça va du classique à du rock, en passant par du hip-hop ou du raga, du zouk, vraiment tous les styles de musique. Parce que tout style de musique est important, parce que chacun a sa personnalité dans sa musique. Par exemple, le classique, tu peux retrouver des morceaux en violon que tu peux intégrer dans du hip-hop. Ou même des violonistes en classique que tu peux même mettre dans la keys. Il y a des sources d'inspiration dans chaque musique, où quand tu crées par exemple une musique, l'avantage c'est que tu peux t'inspirer de différents genres, du hip-hop, du classique, du rock, tout ça. Tu fais un mélange de tout ça et des fois tu peux faire une instru, mais impressionnant. Donc ta touch à toi, ça va être quoi? Comment est-ce que tu as un style qui est en train de se créer au fur et à mesure? Qu'est-ce qui te... On peut dire C'est quoi les grandes dominantes, les ingrédients? On peut dire qu'en ce moment j'ai un gros style qui est en train de se créer. Moi je suis arrivé au moment où il y avait encore la kizomba d'ancré. Et peu d'années après il y a eu l'urban keys. Et moi en fait ce que moi j'aimais dans l'urban keys, c'est qu'on retrouvait un peu les influences hip-hop. Donc tout ce qui est blocage et gainage. Et moi j'ai beaucoup aimé l'urban keys, mais au bout d'un moment je me dis j'ai pas continué à faire que de l'urban keys. Parce que l'urban keys c'est bien, mais si tu passes des vieilles chansons de 2012 ou encore 2009, le truc c'est que tu as des nouveaux élèves qui arrivent et que s'ils connaissent pas les musiques que nous on a connues avant, bah tu peux pas faire vraiment une éducation musicale en fait. Parce que tu vas mettre de la trad, du ghetto zouk ou de la keys, un élève qui danse que de l'urban keys, il va être perdu. Il va plus savoir danser. Donc tu es dans quel état d'esprit quand tu mixes? Tu penses aux danseurs particulièrement Je pense aux danseurs déjà à me dire que la musique doit leur plaire. Ça c'est un peu mon côté bien sûr généraliste. Alors, vu que j'ai mixé avant comme ça. Comment? Parce qu'il y a un déroulé finalement quand tu fais une soirée ou pas? Non, moi j'ai pas de déroulé. C'est que moi j'ai tous mes fichiers dans mon ordinateur et que je choisis la musique que je pense qui pourrait être bien. Donc tu t'appuies sur quoi? Je m'appuie en fait sur certaines musiques qui sont vachement entraînantes et des musiques qui sont entre guillemets commerciales, connues dans la keys. Par exemple un C4 Pedro Vine, ou encore je dirais un DJ Paraiso Mariposa, et des musiques comme ça. Parce que je sais que c'est des musiques... Des gros DJ comme Madis ou encore Paraiso ou d'autres passent en festival et que des fois tu ne peux pas les retrouver en soirée. Parce que en fait pour moi la musique c'est vraiment la base de tout. S'il n'y avait pas de musique, qu'est-ce qu'on ferait? Tu profiterais pas d'une soirée? Est-ce que tu profiterais d'une soirée sans musique? Parce que c'est comme si je te disais, est-ce que tu pourrais profiter d'une soirée sans film? T'es devant, t'es là à 20h, voilà. Tu manges, et voilà, t'as rien. Tu fais quoi? Bah, tu vas te coucher. Et entre les deux, la danse et mixer, danser et mixer, tu vas avoir une préférence ou Pas du tout. Franchement, pas du tout. Dès que j'ai un moment, quand on est plusieurs DJ, dès que j'ai un moment de temps pour aller danser, j'y vais de suite. Donc ça te permet aussi de te mettre dans l'ambiance et de capter... Ça permet de capter en fait le ressenti des personnes qui sont présentes dans la salle et de voir même aussi d'entendre les autres DJ mixer aussi. Donc qu'est-ce que tu voudrais apporter à cet écosystème de la keys? Du 109, on va dire. Parce que c'est pas contre les gros DJ, mais on a beaucoup l'habitude de voir les gros DJ dans beaucoup de gros festivals ou des grosses soirées. Parce qu'on veut une tête d'affiche. Mais moi ce que je voudrais changer, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une grosse tête d'affiche. Certes, si tu veux une tête d'affiche pour ton événement, c'est parce que tu veux que ton événement marche. Mais il faut aussi faire marcher les jeunes qui commencent.
Parce que si on ne fait pas marcher les jeunes qui commencent, moi par exemple, si je continue encore à mixer après, à 25 ou 30 ans, j'ai fait un gros festival et peut-être qu'un jour je serai une tête d'affiche. Mais après, si je suis une tête d'affiche ou pas une tête d'affiche, moi vraiment je m'en fous. Moi je veux vraiment, ma notion de DJ c'est vraiment la notion de partage de la musique, rien d'autre. Tu peux me dire ouais machin t'es connu ailleurs, t'es connu ici, ici. Ouais c'est bien. Moi c'est le calme plat. Moi je suis tranquille, voilà, je me prends pas la tête. Si je suis booké, je suis booké. Si je suis pas booké, je m'en fous. Donc tu te projettes comment tu te vois comment là? Continuer à mixer régulièrement si par exemple tu dois faire un choix entre, tu vois, tu as des opportunités professionnelles avec les animaux où on t'envoie, je sais pas, fin fond... Moi je prendrais cette opportunité là. Parce que en fait moi je me suis toujours dit que DJ en fait ça va pas être un taf à plein temps et ça va pas durer éternellement. Donc c'est pour ça que en fait moi DJ c'est vraiment par passion, mais mon travail que je veux faire plus tard ça sera soigneur animalier, travailler avec les animaux. On est vraiment dans deux univers très différents. D'un côté il y a le bling et de l'autre côté voilà. Complètement différent, c'est sûr et certain. Mais moi vraiment mon futur travail ça sera soigneur animalier et non DJ. DJ, ça sera des petits extras à côté. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Non? On a fait le tour, je n'ai rien oublié. On a fait le tour, on n'a rien oublié. C'est parfait. Okay. C'est nickel. Juste une dernière chose. C'est une blague. Ouais, parce que là, en fait, vous voyez pas, mais on est avec Jérémy, monsieur Articase. Et il a voulu éteindre la caméra en fait. Viens avec nous. Viens avec nous, que les gens au moins te perçoivent aussi. Il n'y a pas la place dans le champ. Si, regarde, il y a un arbre là. Je te mets derrière l'arbre. Bon, en tout cas, je te remercie. Mais de rien. De nous avoir invités dans ton univers. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le sachent. Mais... C'est vrai que bon, je ne te connaissais pas vraiment. Je te voyais caché sous ta casquette là. C'est ça, ouais. Moi, ça m'a étonné qu'aujourd'hui ils ne mettent pas de casquette, tu vois. Parce que c'est sûr qu'on me reconnaît parce que quand je mixe, j'ai toujours une casquette. Quand je vais en soirée, j'ai toujours une casquette. C'est quoi ça? Parce que ça a commencé avec des chapeaux et là Au début, j'ai commencé déjà avec des casquettes, mais au fur et à mesure du temps, après j'ai recommencé avec les chapeaux et après j'ai fini par les casquettes. Ça t'allait bien les chapeaux, hein? Moi je trouve que... Ah c'est sûr que ça change. Hein. Non, ça a toujours été un petit peu entre guillemets la marque de fabrique d'avoir toujours un couvre-chef en fait. Et toujours la phrase d'accroche, rhum et poulet. Rhum et poulet, oui, j'ai vu, le rhum et le poulet. Ça fait déjà 5 ans que j'ai inventé cette expression-là et ça marche toujours. D'abord le rhum, pour faire passer le poulet. Le poulet et le rhum en même temps. Okay. Merci beaucoup. De rien. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Dites-moi que je fais bien le Coati là. Ouais. Bonjour. Voilà, on est là. Voilà. On rentre avec lui, il nous tue dessus. C'est pas pour protéger la femelle? Non, c'est parce que ça dégriffe comme ça. Et des pangolins, vous en avez ici? Non, pas du tout. Donc là, on peut voir bien sûr les fameux rhinos. Donc explique-nous là, c'est quoi ce rhinocéros? C'est des rhinocéros blancs. Donc c'est une espèce en danger qui est soumise à beaucoup de programmes de conservation parce que c'est un animal qui est braconné pour bien sûr sa corne. Parce que la corne est importante dans la culture chinoise. Donc le kilo de corne peut être parfois plus cher que le kilo d'or. Donc ça vaut vraiment très très cher. Comment on s'occupe d'un rhinocéros? Alors comment on s'occupe d'un rhinocéros? C'est une bonne question. En fait derrière, il y a tout un grand bâtiment très sécurisé. Déjà que ce soit pour les rhinocéros ou pour nous. On essaye de les approcher le moins possible. On leur fait quand même des trainings, donc des medical training pour quand même avoir une approche avec le rhinocéros s'il y a un problème.
ou s'il y a des échographies à faire. Sinon, au niveau de leur ration, donc, ils ont du foin et ils ont du granulé avec. C'est comme une grosse vache en fait. C'est un peu comme une grosse vache, ouais. Mais avec 2 cornes à l'avant, donc c'est un peu différent. Ouais, on avance. Assis sur un banc, dans mon quartier, je pense à toi, je sais pas quoi faire. M'enregistre pas, Mag. Non mais arrête. Je fais des dossiers. Oi! Avec sa grande langue là. Ça fait entre 40 et 45 cm. Vagabe pra se DVD. Vagabe pra se DVD. Vagabe pra se DVD. Vagabe pra se DVD. DVD. DVD.